Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'une structure qui fait beaucoup de travail, mais qui est peu connue sur la place. On en parle dans Causement Réunionnais. Honneur aux dames, bonsoir Corinne Doro, et bonsoir à Philippe Costil, donc de l'association La Case, vous en êtes le président. Alors, d'abord, on va vous demander, c'est quoi la Case ? Alors la CAS, c'est une cellule d'accompagnement, de soutien et d'entraide, qui n'a pas donc de connotation plus ou moins voulue avec le mot la CAS en créole, mais qui peut avoir un rapprochement. La CAS est née, bien entendu, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, sur l'initiative on parle de la situation sanitaire. De la situation sanitaire, bien sûr, sur l'initiative de plusieurs soignants, qui, au regard de ce qu'on imposait à d'autres soignants, ont trouvé que déontologiquement, il y avait quelque chose qui coinçait un petit peu, qui n'était pas très clair. Déontologiquement, on parle des soignants non vaccinés. Oui, mais d'interdire surtout à des soignants d'exercer, ce qui était complètement paradoxal, puisqu'on atteignait là le sens même de la vie humaine, c'est-à-dire que une des professions les plus à garder, les plus à conserver, les plus à protéger, en fin de compte, était la plus mise à mal, par des circonstances pour le moins iniques quand même. On a vu, selon les chiffres donnés par les télévisions nationales, le chiffre de 30 à 33 000 soignants qui ont quitté le système. Il y en a beaucoup à La Réunion ? Alors il y en a effectivement, proportionnellement à la population réunionnaise, il y en a quand même beaucoup, mais je dirais que c'est pas le chiffre qui est à retenir, c'est surtout le principe, le concept. C'est-à-dire d'interdire à des soignants, et puis ensuite à des pompiers, et puis ensuite à des personnels médico-sociaux, de faire leur métier, ce qui est quand même assez interpellant. C'est-à-dire des gens qui sont là pour sauver, on leur interdit de le faire. Oui, donc, il y avait le gouvernement a quand même a mis un cadre, et pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, il n'y avait pas d'autre solution que de partir, que de ne plus travailler. Alors les solutions, elles sont quand même relatives, puisqu'aujourd'hui on voit quand même pas mal de structures qui rappellent des non-vaccinés par manque justement de personnel. Donc c'est là où la compréhension a régné dans cette loi qui a priori était juste et qui semble ne pas savoir vraiment de quel côté se positionner. Parce qu'on le voit maintenant avec des situations inverses. Alors, je disais 30 à 33 000 soignants ou aides-soignants qui ont quitté le système au niveau national, sur tout le territoire français. Juste pour La Réunion, on a quelques chiffres. Alors, je ne vais pas les connaître, les chiffres exactement. On sait que dans un service, on a un faible pourcentage, dans les services institutionnels, un faible pourcentage de personnes, mais qui met quand même à mal le fonctionnement du service, qui n'est pas reconnu, visiblement on écarte un petit peu de l'actualité. Quant aux libéraux, il y a beaucoup plus de personnes qui sont pénalisées dans ce cadre-là. On en fait partie, hein. D'ailleurs, on est nous-mêmes les premiers touchés en tant que libéral. Moi, je me suis vu interdire alors poliment au départ et puis un petit peu plus fermement après, d'intervenir en institution pour faire un métier qui n'était absolument pas à risque. Donc ça posait question quand même. Et là, je vais revenir rapidement à votre première question. Qu'est-ce que c'est que la CAS ? C'est peut-être pourquoi avoir créé la CAS ? Eh bien, justement parce que au regard de cette situation un peu inique, que l'on trouvait un petit peu inique, on a décidé de venir en aide à ces personnes, de venir en aide, en soutien, en accompagnement, puisqu'on avait devant nous un public qui était des soignants, des sauveurs entre guillemets, hein, que ce soit des pompiers, des soignants. À venir en aide à ces personnes parce qu'on les trouvait en pénalité psychologique, économique, puisque privés de salaire, privés de travail. Et il y avait aussi les conséquences psychologiques. Psychologiques très graves. C'est-à-dire qu'on est arrivé, pour certains exemples, puisque la CAS est d'abord une cellule d'écoute, et ensuite de réorientation vers d'autres soignants qui ne sont pas officiellement des soignants dans la CAS, mais des intervenants, des aidants, des écoutants, puisqu'on ne se substitue pas au système de soins officiel. On est là en accompagnement sur des suivis très courts, volontairement, pour justement amener, d'ailleurs, les personnes en pénalité se réengager dans un parcours de soins. Donc on n'a pas du tout ni de concurrence, ni de tuilage avec le système de soins officiel français, enfin tel qu'on l'entend. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, ça veut dire que vous n'êtes pas vacciné ?
Alors nous ne sommes pas, enfin en ce qui me concerne, je ne suis pas vacciné, c'est un choix au regard de l'enquête un petit peu que j'ai voulu mener sur ce problème-là. Oui. Madame? Je ne suis pas injectée, mais c'est un choix parce que j'ai besoin de réfléchir. Je pose la question comme ça, la discussion va être un peu plus claire. Aujourd'hui, parce que j'ai deux personnes sur le plateau, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette situation dans laquelle on vous a placé? Alors, si je peux répondre, moi je trouve ça très violent. Enfin, moi au départ, ça a été très violent. Et je pense que notre action à la case, ça a été de se dire un système qui veut nous écarter par rapport à un choix. Par rapport à un traitement, alors qu'on est des soignants et qu'on peut bien réfléchir à ce choix, ça me semblait très difficile. Et je me dis, nous sommes appelés généralement acteurs de santé. Donc, acteurs de santé, nous avons l'habitude de réfléchir, de trouver un discernement et de voir comment est-ce qu'on avance pour prendre soin. Et du coup, si on peut nous écarter d'un système de santé, on peut pas nous écarter de la vie. Et donc, notre idée à la case, c'était de rester des acteurs de vie. Comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer à vivre cette période alors qu'on voulait nous écarter d'un fondamental pour nous? Comment est-ce qu'en pleine pandémie, on peut écarter des soignants? Ça nous semblait, nous, tellement pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Et donc, l'idée d'accueillir la vie nous a permis de continuer à nous dire que on est acteur et personne ne peut arrêter ce dynamisme, cet enthousiasme. Donc à la case, moi j'ai pu adhérer à la case comme adhérente et j'ai aussi bénéficié des soins de la case. J'ai accueilli la case avec toute une ouverture d'esprit parce que je me disais, ça y est, nous ne sommes pas arrêtés, mais nous pouvons continuer à nous rassembler, à nous réunir, à réfléchir et à se dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir une posture d'acteur de vie. Et donc c'est ça, de plus l'aborder par le soin puisque on nous en écartait, mais par contre l'aborder par une réalité qui appartient à toutes. La vie appartient à chacun et nous, mieux être, prendre soin d'une qualité d'être, je crois que chacun de nous, chaque citoyen, chaque personne peut s'en soucier. Et donc, c'est un petit peu dans cette ouverture que ça nous a placés. Loin de nous écarter, ça nous plaçait dans l'ouverture de nous dire comment est-ce que nous allons construire et continuer à accueillir la vie. Et nous sommes un peu dans cette, avec Philippe, avec toute l'équipe qui nous sommes venus nous greffer autour de ce projet, parce que c'était essentiel pour moi de continuer à rencontrer directement. J'avais l'impression qu'il y avait toute une volonté d'écarter, tout le système, le masque, de division, voilà, une espèce de division, de réalité difficile à accepter. Et donc nous, notre énergie, c'était comment faire pour face à cette complexité de vie, savoir que la vie elle est complexe, mais elle est belle et elle nous offre plein de possibles. Et nous, on est dans comment utiliser tous ces possibles que nous avons humainement pour agir et prendre soin. C'est pareil pour vous? Alors c'est pareil, je vais rebondir effectivement sur ce que dit Corinne, à savoir qu'au-delà du discours vax ou non vax, puisque je vous rassure tout de suite et je rassure tout le monde, la case accueille aussi bien des personnes vaccinées que des personnes non vaccinées. Le problème n'est pas de savoir si les personnes ont eu raison ou tort, voulu ou pas se faire vacciner. La case est une cellule qui, au regard de nos professions, nous sommes des thérapeutes de métier, qui a voulu aider des personnes qu'on l'on trouvait, dont on constatait la peine et la descente, qui était pour certains vertigineuse. On a eu des appels, des alertes quand même très graves, c'est-à-dire de menaces de passage à l'acte, de fait de la situation. Alors, sur le passage à l'acte, est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où vous avez eu du mal à les empêcher, à les contenir?
Alors on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a effectivement envie de passer à l'acte. Hein. Enfin, tous les soignants vous le diront. Et en général, la personne qui est déterminée ne va pas vous en avertir comme ça indéfiniment. Elle le fait de façon cachée. Mais notre rôle ne se situe pas là. Notre rôle est d'écouter ces personnes qui, en général, bien entendu, ne le font pas. Le discours que, heureusement, rarement nous avons eu, c'est « il ne me reste plus rien, j'ai perdu mon travail, je vais perdre mon appartement, j'ai plus de salaire, je ne sais plus comment je vais payer ». Et là, ce sont des exemples réels que je vous cite. Les études de mon fils qui est en métropole, je suis femme seule, qu'est-ce qui me reste dans la vie ? Excusez-moi, je vais vous dire la parole comme on me l'a... Il me reste à me foutre en l'air. Alors, au regard de cette parole-là, qui est quand même très grave et qui alerte, en tant que soignant, et puis parce que nous sommes dans la bienveillance en tant que thérapeute, on ne peut pas rester insensible. Donc, ça a été le déclencheur qui nous a dit, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, quelle que soit encore une fois la situation sanitaire, et j'y reviens parce que c'est quand même le nœud du problème, vacciné ou non vacciné, des lois, des décrets complètement iniques ont décidé de séparer l'humanité en deux, les bons et les mauvais. Sur quelle base ? C'est quand même été la première alerte qu'on s'est posée en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui permet à un gouvernement de dire que ces gens-là doivent disparaître et ceux-là doivent au contraire être presque déifiés ? Et dans un comportement et dans un raisonnement purement humaniste, c'est simplement inconcevable. L'histoire nous a montré, et malheureusement encore relativement récemment, dans les dernières décennies, que ça pouvait avoir des extrêmes particulièrement délétères. Et ce n'est pas le sens même de la vie, et je rebondis sur ce que disait Corinne à l'instant, ce n'est pas le sens de la vie que de dire, bah écoutez, les bleus foncés on les tue et les bleus clairs on les garde. Sur quelle base ? Quelle est la raison de cette décision-là ? Donc bien évidemment, avec la bienveillance qui nous habite, on a décidé que ce n'était pas juste et qu'il fallait aider les personnes qui étaient mises au banc de la société. Et j'ai envie de rajouter une notion, moi, que j'avais beaucoup envie, en tant qu'écoutante, de développer. C'est cette notion de la responsabilité de chacun dans cette situation. Et j'aime beaucoup travailler sur cette réalité responsable. Si on prend le terme de responsabilité, il y a deux mots dans ce mot. Il y a réponse et habilité. Et ce que nous aimons, nous, quand nous accueillons les personnes, c'est vraiment travailler autour de ce sens. Comment est-ce qu'on est capable de développer une habilité pour trouver des réponses adaptées à ce qu'on nous fait. Dans ce contexte donné, il fallait tout de suite réfléchir pour rester dans cette responsabilité que j'ai à me maintenir en vie, à me maintenir actrice, à me maintenir, donneuse de vie. Voilà, moi, mon travail, c'est de donner la vie. Et donc, en fait, comment est-ce que j'allais pouvoir continuer ? Et cette notion de responsabilité, elle est tout le temps à travailler avec chacun. Parce que c'est simple, on peut lever toute pression. C'est simplement penser ensemble comment trouver des réponses pour être capable, donc avoir l'habilité de pouvoir accueillir le contexte quel qu'il soit. Et là, je trouve qu'effectivement, comme dit Philippe, écouter les personnes, se centrer sur écouter, ça permet aux personnes d'exprimer, et nous, on arrive à dans cette écoute pas à pas, à faire pointer les ressources, ressortir toutes les ressources qu'on a encore. Parce qu'à un moment donné, quand on est complètement accablé par une grosse pression, le moment d'accablement fait comme si on a l'impression j'ai plus rien à faire. Et puis dès qu'on peut communiquer objectivement, parce que c'est ça, communiquer objectivement, dans l'écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les émotions. Parce que c'est important, si on veut pouvoir permettre aux gens de réfléchir, d'abord d'écouter les émotions. Donc, on écoute tout ce qu'ils ont à dire de ce qu'ils ressentent. Et quand ils parlent de ce qu'ils ressentent, ils font souvent émerger des petites choses qui nous permettent de rebondir dessus. Et en se centrant pas à pas avec les gens, on arrive à réfléchir et à de nouveau rendre les gens dans quelque chose de possible. Voilà, je suis responsable et j'avance. Parcours de vie. Parcours de vie. Là, comment vous arrivez à changer leur état d'esprit, à essayer de leur proposer de nouvelles perspectives? En les remontant, alors là je vais m'expliquer, mais de façon synthétique, en tentant de les remettre dans leur parcours de vie ou dans leur parcours de soins. Ça commence effectivement par l'écoute. Et là j'en viens de façon pratico-pratique au fonctionnement de la case, qui est d'abord une plateforme téléphonique d'écoute, qui, comme je vous le disais, réoriente ensuite les personnes au regard de la pénalité et de leur souffrance, quand elles sont identifiées, vers des intervenants du bien-être, des acteurs du bien-être, qui vont permettre énergétiquement
Psychologiquement, on en use un petit peu aussi, mais nous ne sommes pas des psychologues en cabinet établi comme ça se pratique. Humainement également. Juste parenthèse, vous les orientez vers les psychologues? Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que au-delà de notre premier travail qui est de l'écoute et la réorientation vers des thérapeutes que nous sommes au sein de la case, puisque la totalité quasiment des personnes de la case, adhérentes pour l'instant, sont des thérapeutes établis ou parfois sortis du système de soins, mais qui ont d'autres possibilités d'exercer. On réoriente donc les personnes en pénalité vers ces soignants ou ces intervenants, parce qu'il y a une différence à faire quand même. Au sein de la case, nous sommes des intervenants, des accompagnants, pour leur permettre d'essayer d'aller mieux psychologiquement, mais mieux aussi dans leur corps. Tout est lié. Le corps et l'âme, le corps et l'esprit ne sont pas à différencier, on le sait très bien maintenant. Et donc, on essaye de les remettre un petit peu en selle, si vous voulez, pour vulgariser un peu le principe, pour leur permettre de reprendre leur parcours de vie ou leur parcours de soins. Et bien entendu, au-delà de ces suivis très courts que l'on propose, si on voit que la personne a un besoin médical, on va dire, ou un petit peu plus appuyé, on réoriente soit vers les soignants que nous sommes établis, même si nous sommes adhérents de la case, pour certains ont leur cabinet, ou d'autres soignants. On travaille en parfaite pluridisciplinarité et cohérence. Il n'y a pas du tout de séparatisme, là, du coup, de notre part, entre le système de soins académique, on va dire, et l'accompagnement que nous avons. Au contraire, c'est complémentaire. Parce que je pense objectivement que des personnes installées dans leur cabinet n'ont pas peut-être toujours le temps d'écouter. Nous le prenons, et bénévolement, gratuitement. Si nous proposons des séances à moindre coût quand c'est nécessaire, parce qu'il y a de la dépense de matière, par exemple, de matière d'œuvre, dans certaines thérapies, ce sont vraiment, c'est très minime. Et nous réorientons possiblement vers des soignants établis. Et comme nous cherchons, pour ajouter, à ne pas faire concurrence au système de soignants classique, nous recherchons comment, par une écoute solidaire, une écoute centrée sur la personne. Nous travaillons sur la personne et ses besoins. Donc, on ne va jamais prendre le pouvoir de se dire voilà, j'ai des solutions. On n'a pas de solution. Ce qu'on a, c'est cette disponibilité que disait Philippe pour écouter et permettre à la personne de se poser, parce que quand on est complètement ahuri par la violence, on peut complètement être déstabilisé dans sa réflexion. Et donc, le fait d'avoir ce moment où je mets des mots sur mon émotion, je cherche et je suis écoutée, on me laisse tout le temps, tout l'espace pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je peux, et ben, la personne retrouve le pouvoir de faire pour elle. Justement, ça va être un peu terre à terre ou très matérialiste ce que je vais faire, oui. Mais leur redonner justement un petit peu de moyens de vivre, parce que c'est peut-être déjà ça, le premier pas que vous avez à faire. Oui, alors justement, on peut y venir très rapidement, à savoir que la case ne se limite pas uniquement à l'écoute, c'est le premier sas d'ouverture qui permet au public en pénalité de nous connaître et de nous rencontrer, et nous également de les aider. Cette écoute s'oriente, je vais me répéter, je m'en excuse, vers des intervenants du bien-être pour essayer de les faire aller un peu mieux, on va dire. J'en ai moi-même bénéficié et je fais une parenthèse dans mon discours, à savoir que je ne cesse de clamer au sein des intervenants que nous, d'abord, entre nous, devons nous prendre en soin si on veut être au droit dans nos bottes pour pouvoir aider son prochain. Enfin, du moins les personnes qui viennent vers nous. Et la case a ouvert, est en train d'ouvrir, de s'étendre un petit peu dans ses fonctionnalités, puisque nous avons un pôle juridique qui permet d'avoir non pas une assistance ni un accompagnement. On n'est pas un cabinet d'avocats, on n'est pas un cabinet de juristes, mais nous avons des personnes compétentes qui peuvent donner des conseils, c'est-à-dire une personne en pénalité, pas en pénalité, mais en difficulté avec son cadre professionnel, peut très bien nous demander conseil grâce à ce pôle juridique pour savoir, parce qu'on n'est pas tous spécialistes dans tout, s'aménager un chemin qui va lui permettre d'avoir une ouverture. Parce que comme vient de le dire Corinne, la pénalité vous enferme en règle générale dans un blocos émotionnel. C'est pour ça que je disais que de relancer la machine en donnant à la personne déjà des moyens de vivre décemment, c'est un petit peu le déclencheur. Oui, alors il y a d'autres pôles également, il y a un pôle juridique, il y a un pôle qui est en train de s'installer sur le plan alimentaire également, une aide alimentaire tout à fait officielle et absolument sans risque d'ailleurs. Ce sont tout simplement des personnes avec qui on dresse un partenariat, qui sont des professionnels de l'alimentaire et qui vont faire des efforts sur leurs tarifs pour permettre aux gens en pénalité économique, du coup, d'avoir accès à une aide alimentaire à moindre coût,
ce qui n'est pas la moindre des choses, déjà à La Réunion, hein, mais aussi dans cette situation. Donc il y a toute cette effervescence, cet égrégore humaniste qui vient, qui ne se limite pas uniquement à écouter des personnes, mais à les aider matériellement également, juridiquement, sur le plan alimentaire, et puis également sur le plan de la santé. Lorsque vous constatez que certains cas, il faudra que le psychologue intervient, qu'il y a un psychothérapeute qui intervient, ça va demander un travail plus à long terme. Vous avez déjà les protocoles pour ça ? Le protocole, il est tout simple. Il est de ce que l'on fait dans la vie professionnelle libérale, c'est-à-dire d'appeler un confrère et de dire, voilà, j'ai un patient où là, j'atteins mes limites, moi, en tant que professionnel, dans ma discipline, dans ma dominante. Est-ce que tu veux bien, ou est-ce que vous voulez bien, cher confrère, le prendre en soin? Je vous le recommande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même un bon esprit, et je vais faire court. C'est-à-dire que nous, on ose arriver à retrouver ce principe déontologique de non pas se passer les patients, on n'est pas dans le cas d'éprouvettes dans un laboratoire, mais de réorienter le patient vers ce qu'il va lui convenir le mieux au regard de notre anamnèse, de notre analyse, alors qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le système de soins officiel n'œuvre pas véritablement comme ça. Donc, je sais pas, on a tous appris un métier avec une base humaniste et une déontologie, et on la voit quand même très mise à mal. En tout cas, si on regarde, si on a bien écouté ce que disent nos deux invités, donc il y a tout un protocole qui est mis en place, un suivi, tout à fait, un accompagnement, en tout cas pour ceux qui en ont besoin. Alors d'abord, vous demandez comment on peut vous joindre, enfin, s'il y a des personnes qui souhaitent vous appeler sur la plateforme. Alors nous avons un site, alors je suis le plus mauvais élève parce que je vais même pas me rappeler du numéro de téléphone, mais j'ai une plaquette là, je peux très bien vous la montrer, mais on a un site qui s'appelle lacase.re sur lequel vous avez effectivement accès, et je pense que c'est la meilleure entrée plutôt que de donner un numéro de téléphone froidement, parce qu'un numéro de téléphone, on s'est aperçu, et là excusez-moi je fais une autre parenthèse, que les personnes en pénalité, au regard de ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, ne font pas l'effort et n'ont pas forcément l'engagement d'aller appeler. C'est un problème récurrent dans la pénalité psychologique. Il faut comprendre qu'une personne qui est habituée à avoir un certain train de vie, se retrouvant pratiquement SDF, aura du mal, enfin je force le trait, à appeler quelqu'un. Donc, allez sur ce site, lacase.re, qui vous permettra de voir toute l'ampleur de la case, qui vous donnera le numéro de téléphone, qui donnera aux personnes en besoin le numéro de téléphone, qui leur montrera également toutes les disciplines, toutes les dominantes que l'on offre, qui montrera aussi, et j'y tiens particulièrement, cet aspect humaniste. Les premiers fonds d'écran du site le montrent, c'est-à-dire une collaboration humaine, une chaîne humaine qui se retrouve, qui se relie, et non pas qui se divise, comme se plaît à le faire le gouvernement aujourd'hui. Merci Philippe Costil, donc président de Lacase. Merci également à Corinne Dereau, donc adhérente à l'association. Voilà, on aura l'occasion de vous revoir lorsque vous avec grand plaisir. En tout cas, merci. Et j'espère que les personnes qui en ont besoin feront l'effort d'aller donc sur lacase.re et après de prendre contact avec l'association. Merci à vous. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Cet ouvrage, pour vous, d'abord, l'essentiel. Bien, c'est un ouvrage en hommage à Sudelfuma. Cet ouvrage donc rassemble des contributions sur la notion de résistance en situation esclavagiste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sudelfuma avait initié le grand séminaire d'histoire des Outre-mer, donc qui est une rencontre de chercheurs annuelle qui se fait une fois à La Réunion, une fois aux Antilles, une fois à Paris, et qui existe depuis 2012. Et donc cet ouvrage, c'est finalement la publication d'un certain nombre d'articles de ces conférences qui s'interrogent sur la notion de résistance. En effet, le thème de résistance est beaucoup utilisé par les historiens et on se pose la question de savoir si
et ce qui peut être utilisé à tout moment. Est-ce que lorsqu'un esclave agit contre son maître, est-ce qu'il agit contre l'esclavage? Je vais prendre un exemple, par exemple un esclave qui vole pour se nourrir. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une résistance politique à l'esclavage ou comme un acte de survie? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ouvrage s'appelle « Acte de résistance », parce qu'il semble qu'on est plus dans des notions concrètes d'opposition que dans la conception d'une résistance consciente à l'esclavage. Si on regarde l'histoire de l'esclavage, on voit qu'au départ, c'est juste un rapport de force. Comment on explique que, en termes de sociologie, que ce rapport de force est devenu un élément économique? Alors, la plupart des sociétés humaines reposent sur le rapport de force et sur l'exploitation des plus faibles par les plus puissants. La particularité de l'esclavage, c'est de s'intégrer dans une communauté, dans une économie beaucoup plus large. Ça, c'est un facteur que l'on voit très souvent dans toutes les sociétés esclavagistes, que ce soit l'Empire romain, le monde arabo-musulman. C'est toujours de cette manière que cela se fait. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui viennent d'horizons extérieurs, lointains. Donc ce sont ces personnes-là qui sont réduites en esclavage. Et effectivement, ce qui est utilisé pour les réduire en esclavage, c'est le fait de que certains anthropologues appellent donc l'étranger ultime, et on profite de cette situation pour réduire donc des hommes à l'exploitation la plus totale. Mais il y a quand même des similitudes avec des situations bien présentes, notamment lorsque on voit le recours au travail clandestin de personnes qui sont sous-payées. Alors ce n'est plus de l'esclavage, mais c'est toujours, une fois de plus, des personnes qui viennent de très loin, qui sont exploitées. On voit dans la posture de Sudelfuma, justement, cette volonté de montrer que ce soit à l'époque de l'esclavage ou aujourd'hui, on a usé et abusé de ces systèmes-là pour assouvir le peuple plus faible. Oui, alors ce système de domination est avant tout pour permettre l'enrichissement des maîtres. Nous connaissons tous l'engagement politique de Sudelfuma. Ce n'était pas uniquement un historien, il a été vice-président du Conseil général. Donc l'hommage qu'on souhaite lui rendre, c'est à la fois en tant qu'historien, en tant que personnage public, en tant qu'homme. Et c'est sûr que le message qui se dégage de nos travaux, c'est une volonté de remettre en cause ces systèmes de domination des plus faibles par les plus forts. Comment vous, en tant que maître de conférence, vous expliquerez, vous analyserez cette volonté qu'il avait de vouloir mettre en avant l'identité réunionnaise, parce que l'esclavage pour lui était un des piliers de cette entité? Alors, moi je l'ai vu à travers ce qu'il a fait. Et je pense qu'au-delà de l'identité réunionnaise, il est responsable de la chaire UNESCO, il avait vraiment une vision océan Indien des choses. Il organisait des colloques avec des collègues du Mozambique, de Madagascar, de l'Inde, de l'île Maurice, de la Réunion. Et donc il était effectivement très attaché à ce monde de l'océan Indien, qu'il a toujours considéré comme donc un monde qui avait de fortes connexions et dont il fallait justement renouveler les relations. Et on le voit, parfois il faut attendre le 20 décembre, mais
au-delà même de ce que pouvait dire Sudelfuma, mais surtout dans ce qu'il était, c'était vraiment quelqu'un qui avait une identité très marquée de l'océan Indien. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est une chose qu'il faut mettre en avant? Parce que entre les îles des Mascareignes ou bien l'archipel des Comores ou des Seychelles, on voit que les connexions se mettent en place. Comment faire en sorte aujourd'hui pour que l'identité de l'océan Indien ou de la Réunion ait sa place dans cette mondialisation? La question est très vaste. Maintenant, je me contenterai uniquement de la question en histoire. C'est important que l'histoire de l'océan Indien soit connue, ne serait-ce que sur l'histoire de l'esclavage. Vous voyez, on a tendance à dire traite transatlantique, mais en ce qui concerne l'océan Indien, la traite des esclaves, c'était une traite dans l'océan Indien. Donc l'Atlantique, là-dedans, on avait été quand même très éloigné. Et donc, il y a vraiment effectivement une défense des spécificités de cet esclavage dans l'océan Indien. Ce qu'on sait par exemple, c'est que les navires qui faisaient la traite dans l'océan Indien transportaient beaucoup moins d'esclaves que les navires la faisant dans l'océan Atlantique, mais aussi transportaient des bœufs, transportaient du riz venant de Madagascar par exemple. Et cette traite s'inscrivait dans des circuits vraiment très localisés. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas parler de commerce triangulaire lorsqu'on parle de la traite dans l'océan Indien. Et pourtant, je crois que c'est ce qu'on apprend aux élèves. C'est une traite en droiture. Les navires partent directement de la Réunion ou de l'île Maurice pour aller s'approvisionner à Madagascar ou au Mozambique ou à Zanzibar. Donc voilà, il y a une responsabilité des chercheurs, des universitaires pour faire avancer cette histoire de l'île de la Réunion, mais voilà, connectée avec l'ensemble de son bassin océanique.